Il y a déjà des questions. Est-ce que la présentation nous sera envoyée? Allez, ça, on oublie. Bonjour à tous et bienvenue. Ce webinaire organisé par l'URSSAF Rhône-Alpes et la GFIP et relatif à la DOETH présente les nouvelles modalités de la déclaration d'emploi des personnes handicapées, les démarches, le calcul des effectifs et celui de la contribution. Dans un premier temps, Corinne Cognesca de l'URSSAF Rhône-Alpes, Cécile Larefille de l'URSSAF Auvergne, Solange Tixier de la GFIP vont vous faire une présentation qui d'ailleurs sera mise à votre disposition après le webinaire avec le replay. Un deuxième temps sera consacré aux questions-réponses. Il s'agit des questions que vous avez posées en vous inscrivant ou celles que vous poserez dans le chat. La zone de chat se situe à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y sera répondu soit dans ce même chat par nos experts, soit à l'issue de chaque thématique ou à la fin de la présentation. Si des questions vous intéressent particulièrement, vous pouvez cliquer sur le pouce à droite pour aimer la question. Les questions les plus populaires obtiendront une réponse en priorité. Pour toutes les questions qui n'auraient pu être traitées durant ce webinaire, il y sera répondu ultérieurement, soit directement à votre adresse mail, soit par la mise à disposition d'une foire aux questions dont vous recevrez le lien avec celui du replay. Nous vous conseillons de privilégier les navigateurs de type Google Chrome ou Mozilla Firefox dans une version récente. Je vais maintenant laisser la parole à Solange Tixier de la GFIP et je vous souhaite un bon webinaire. Oui, bonjour Michel, merci. Donc je suis Solange Tixier, chargée d'études et de développement pour la GFIP et je suis basée au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, si le webinaire d'aujourd'hui s'adresse à l'ensemble des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi, et vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire et à nous avoir rejoints, il s'adresse aussi notamment aux entreprises du réseau des référents handicap que je salue et je sais qu'elles sont nombreuses à participer à ce webinaire. Alors, c'est l'occasion de vous rappeler que la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel qui a apporté la réforme de l'obligation d'emploi qu'on va vous présenter maintenant, a également introduit l'obligation pour les entreprises employant au moins 250 salariés de désigner un référent handicap qui est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en situation de handicap et qui sont en interne. Alors, pour en revenir à notre réseau de référents handicap, il s'adresse bien sûr à eux, à ces référents, mais également à toutes les personnes qui, dans les entreprises, y compris celles de moins de 250 salariés, donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille,
font avancer le sujet de l'emploi des travailleurs handicapés sans pour autant avoir été désignés référents handicap. Donc ce réseau s'adresse bien à toutes les entreprises du secteur privé et à toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur l'emploi des travailleurs handicapés et qui souhaitent se professionnaliser sur le sujet, qui souhaitent partager leur expérience et venir s'inspirer d'actions menées par d'autres ou développer des projets avec d'autres entreprises. Donc ce réseau est piloté par l'AGFIP et il a une dimension à la fois nationale, mais aussi et surtout régionale. Alors la dimension régionale s'illustre par des activités du réseau proposées en région et en ce qui nous concerne en région Auvergne-Rhône-Alpes, comme par exemple des ateliers d'échange de pratiques qui vous sont proposés sur 6 grandes villes de la région et donc en proximité. Alors, excepté depuis le début de l'année 2020, étant donné le contexte, on est sur des ateliers à distance. Autre activité proposée par ce réseau, par exemple ce webinaire régional est aussi un exemple, mais on vous propose également des modules d'appui à la professionnalisation afin de vous aider à monter en compétences sur ce sujet. Et c'est donc l'occasion aussi pour moi d'en informer les entreprises membres du réseau, puisque c'est une nouveauté pour cette année 2021, des modules qui vous seront proposés à partir du mois d'avril. Voilà. Et pour la dimension nationale, elle s'illustre par des webinaires organisés au niveau national, mais aussi par l'université du réseau, dont la 2e édition aura lieu les 29 et 30 mars prochains, et que nous prévoyons sous 2 formes. Alors en présentiel, et nous avons de la chance en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque cette partie présentielle aura lieu au Palais des Congrès de Lyon, mais également à distance et en digital, contexte sanitaire oblige. Alors, si vous souhaitez rejoindre ce réseau, vous avez la possibilité d'envoyer un mail à l'adresse mail qui vous sera indiquée dans le chat, ou à la fin du diaporama, vous pourrez également retrouver notre adresse mail. Voilà. Merci Solange pour cette présentation très intéressante et ces éléments d'information. Bonjour à tous, Corinne Cognesca de l'URSSAF Rhône-Alpes. Nous allons donc vous présenter la réforme de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et vous dire maintenant, à compter de 2021, qui fait quoi. Donc Cécile Laroufi va vous détailler les missions de l'URSSAF et Solange Tixier, celle de l'AGFIP. Donc, merci Corinne. Bonjour à tous. Donc, Cécile Laroufi de l'URSSAF Auvergne. Donc, effectivement, à partir de 2021, quel est le bon interlocuteur donc, des entreprises? Donc, si vous avez une question relative à la déclaration des travailleurs handicapés sur votre déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés en DSN, forcément ce sera l'URSSAF. Sur le calcul des effectifs et les franchissements de seuil, les déductions également appliquées à la contribution, mais aussi la période transitoire et les modalités d'écrêtement de la contribution, et ainsi que l'accompagnement des entreprises en difficulté. Bien évidemment, l'URSSAF vous répondra par téléphone, par mail ou sur rendez-vous. Donc, pour la partie AGFIP, je donne le témoin à Solange. Merci Cécile. Alors effectivement, si l'URSSAF devient votre interlocuteur sur toutes ces questions de déclaration de l'obligation, l'AGFIP, bien sûr, reste à vos côtés. Alors tout d'abord, nous continuons à vous répondre sur les déclarations de l'obligation d'emploi faites pour l'année 2019 et les années précédentes. Et de manière générale, nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir et qui concernent l'emploi des travailleurs handicapés. Nous sommes disponibles pour vous informer, vous orienter, vous outiller sur ce sujet, mais aussi pour aller plus loin, nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner.
Par exemple, si vous souhaitez connaître les actions que vous pouvez mener pour mieux répondre à votre obligation d'emploi, ou si vous connaissez ces actions, mais vous ne savez pas comment les organiser, comment les hiérarchiser et par laquelle commencer, ou encore si vous savez quelle action mener, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien l'AGEFIP peut vous accompagner, peut vous guider, peut vous conseiller. Et nous sommes également là pour vous permettre de bénéficier pleinement de toutes nos aides financières et de nos prestations et savoir comment et quand les mobiliser. Voilà, donc si vous êtes en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez nous contacter par le mail qu'on vous a donné. Et pour les entreprises qui sont en dehors de notre région, eh bien, vous pouvez retrouver tous les contacts sur notre site internet. Voilà, je passe la parole à Corinne, je crois. Alors, nous allons aborder donc les grands changements avec différentes thématiques. D'abord, première chose, les nouvelles modalités de déclaration. Ensuite, dans une deuxième partie, ce sont les modalités de calcul des effectifs. Et la troisième partie, ça va être le calcul de la contribution, avec le calcul de la contribution brute avant déduction, les déductions de la contribution et le calcul de la contribution nette après les mesures d'écrêtement. Je laisse donc la parole à Cécile sur le premier aspect. On va donc aborder effectivement les nouvelles modalités de déclaration. Donc, en premier lieu, il est effectivement important de noter que cela représente une simplification puisque les déclarations que vous allez devoir faire, qu'elles soient mensuelles ou annuelles, comme je vais vous le présenter, vont se faire de façon dématérialisée via la déclaration sociale nominative ou plus vulgairement appelée la DSN. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, la DOETH jusqu'à présent pouvait représenter un nombre important de formulaires à compléter. Là, tout sera à déclarer via votre DSN. Donc, tout d'abord, toutes les entreprises devront déclarer depuis la période de janvier 2020 mensuellement. Tout employeur, tout effectif confondu, devra renseigner pour tous les salariés et doit le faire, stagiaire ou personne en période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, dans la DSN, le statut des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qu'on appelle aussi BOETH, employé et accueilli dans son entreprise. Cette déclaration, elle devra être réalisée au niveau du bloc 40, donc le bloc contrat, et au sein plus particulièrement de la rubrique 40.072. Donc, vous allez reporter les statuts à renseigner avec les codes correspondants. La complétude de cette donnée, forcément, depuis janvier 2020, elle est primordiale car elle va permettre au réseau des URSSAF et des CGSS de calculer et de notifier en début d'année 2021 les effectifs de travailleurs handicapés présents dans l'entreprise au cours de cette année 2020. Donc, à noter également une petite information, qu'un seul statut pourra être renseigné dans la rubrique 40.072 du BOETH. Dans le cas d'un travailleur handicapé qui relèverait de plusieurs statuts BOETH, il appartiendra donc au salarié d'en choisir un et d'en informer son employeur afin qu'il soit porté au niveau de ce bloc. Une question, je pense que beaucoup d'entre vous doivent se poser, c'est effectivement en cas de modification du statut postérieur à la date d'exigibilité de l'envoi de la DSN mensuelle, un bloc changement de contrat, le bloc 41, devra être déclaré via la rubrique ancien statut BOETH, donc 41.048. Je vais vous donner un petit exemple.
Donc, si le statut BOETH, donc du bénéficiaire de l'obligation d'emploi, est reconnu en cours de mois pour un salarié déjà présent dans l'entreprise, par exemple, du coup, la décision de reconnaissance de qualité du travailleur handicapé est prise le 15 d'un mois M, l'entreprise devra, dans un premier temps, compléter ce statut dans la DSN du mois en cours, du mois où la décision est prise, donc DSN transmise soit le 5 ou le 15 du mois suivant. Au niveau de la rubrique statut BOETH, donc 40.072, vous devrez du coup mentionner la date de reconnaissance du statut du travailleur handicapé au travers du bloc 41, avec une date de modification au 15 du mois, puisque c'est l'exemple que nous avons pris, et ajouter en parallèle, donc dans la rubrique 41.048, l'ancien statut BOETH, en mentionnant la codification 99, en ajoutant ce qu'on appelle une profondeur de recalcul de la paye renseignée au premier jour du mois M. Donc, ne vous inquiétez pas, effectivement, vous pourrez retrouver l'intégralité de ces informations sur le guide de l'OETH, où vous retrouverez l'intégralité des informations que là, je vous communique. Outre la déclaration mensuelle qui sera à faire par l'intégralité des entreprises, nous aurons donc la déclaration annuelle à compter de ce 1er janvier 2021. Donc, qui cette année va avoir un petit peu de décalage puisqu'elle sera exigible avec la DSN du mois de mai 2021, donc exigible sur les 5 et 15 juin. Donc là, cette déclaration annuelle seront concernées toutes les entreprises du secteur privé qui occupent 20 salariés et plus et n'ayant pas parmi leurs effectifs le minimum légal de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit 6% de l'effectif d'assujettissement à l'OETH, arrondi à l'entier inférieur. Une petite nouveauté également qu'il est important de préciser, c'est que le calcul se fera de cet effectif sur l'entreprise et non plus par établissement, comme ça pouvait se faire précédemment. Effectivement, la contribution pour ceux qui en seront redevables se règle à terme échu, puisque la déclaration annuelle de la contribution éventuellement due se fera en 2021 au titre de l'année 2020. Le calcul et la notification donc, de l'effectif DOETH sera avec l'envoi d'une attestation se fera sur fin mars cette année avec donc une déclaration en DSN sur mai 2021. Donc sur la slide numéro 3, on a passé la numéro 2. Hop, excusez-moi, j'ai un petit décalage. Donc voilà, on retrouve finalement le schéma de vos déclarations du statut du travailleur handicapé, avec en premier lieu, donc dans la partie bleue, pour toutes les entreprises, comme je venais de le dire, donc la déclaration mensuelle. Je déclare donc chaque mois le statut de travailleur handicapé de mes salariés en DSN. Si effectivement vous n'avez pas encore effectué cette démarche qui est obligatoire, vous pouvez effectuer les corrections dans les DSN suivantes. À compter du premier trimestre 2021, comme je l'ai déjà expliqué, les entreprises de 20 salariés et plus devront donc, si elles n'ont pas atteint le taux de 6%, déclarer le montant de la contribution annuelle brute après déduction donc dans la DSN du mois de mai exigible au 5 ou au 15 juin. Alors, je vais enchaîner sur la deuxième partie qui est les nouvelles modalités de calcul des effectifs, où effectivement les effectifs vont être comptabilisés
en moyenne annuelle. Donc, des comptes effectifs, donc d'assujettissement et effectifs des travailleurs handicapés, s'effectuera désormais en appliquant les règles de droit commun utilisées pour les autres cotisations sociales que vous connaissez déjà. La notification des différents effectifs que je vais vous détailler tout de suite, donc vous seront notifiés par vos URSSAF le 31 mars, d'ici fin mars 2021. Donc effectivement, l'effectif moyen annuel au ETH est calculé par les URSSAF pour déterminer l'assujettissement à l'OETH et le niveau d'emploi, d'obligation d'emploi de l'entreprise. L'effectif moyen ou effectif d'assujettissement au ETH sera donc pour les entreprises de 20 salariés et plus assujetties à l'OETH. Le niveau d'obligation d'emploi exprimé en nombre de bénéficiaires donc d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui correspond à 6% de l'EMA au ETH. Cet effectif d'assujettissement va être apprécié au niveau de l'entreprise, comme je vous le disais, et non par établissement ou par établissement autonome. Il va être calculé sur la base de la moyenne des effectifs que vous aurez déterminé chaque mois au titre de la même, d'une année civile N, par exemple, pour l'année 2020. Donc, toutes les entreprises devront employer, toute entreprise devra employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc l'EMA BOETH, dans la proportion minimale de 6% de l'effectif de ses salariés. Donc, nous aurons les BOETH internes, donc emploi direct de bénéficiaires, bien entendu, que vous déclarerez, comme on l'a vu, au bloc 40, rubrique 072, mais également les BOETH externes, type emploi intérimaire et salariés en situation de handicap mis à disposition par des entreprises soit de travail temporaire, soit de groupement d'employeurs. Donc là, ces effectifs de BOETH dits externes seront notifiés par les entreprises de travail temporaire ou groupement d'employeurs qui adresseront les attestations aux entreprises utilisatrices. Ce nombre de BOETH externes sera déclaré par l'entreprise utilisatrice dans une rubrique donc, qui sera présentée un petit peu plus loin, donc la rubrique 13.003 de la DSN porteuse de la contribution au ETH. Nous avons déjà parlé effectivement du niveau d'obligation à respecter par un employeur qui est exprimé en nombre de BOETH à employés qui sera calculé en rapport du ratio de 6% à l'effectif moyen annuel au ETH correspondant à la moyenne des effectifs calculés chaque mois de l'année précédente. Donc pour calculer le nombre de BOETH à employés, on va multiplier l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi de 6% qu'on arrondit à l'entier inférieur. Le taux sera révisé quant à lui tous les 5 ans en référence à la part des BOETH dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail. Un petit intermède sur tout ce qui sera sur la sous-traitance à des entreprises adaptées, établissements par exemple et services d'aide par le travail ou travailleurs indépendants handicapés ne sera plus valorisé en unité bénéficiaire, contrairement à la réglementation précédente, mais sous forme de déduction. Tout cela vous sera présenté un petit peu plus loin par ma collègue. Nous avons également les cas particuliers des ECAP, donc les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ces ECAP correspondent à des emplois pour lesquels la loi dispose que l'entreprise n'est pas tenue de les proposer à des salariés reconnus comme handicapés. Et l'employeur valorise donc les ECAP par leur identification via le code PCE-SE au bloc, la rubrique 40.004. À partir de ces données déclarées par les entreprises, l'effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières est calculé et notifié par les URSSAF également. Donc voilà pour la nouvelle modalité de calcul. Vous retrouverez également sur le site ursaf.fr un support qui va vous permettre de comprendre les modalités de calcul de ces effectifs qui sera très détaillé avec des exemples un petit peu plus spécifiques comme les apprentis ou
salariés avec des contrats un petit peu plus particuliers. Je redonne la parole à Corinne. Merci Cécile. Une entreprise qui ne satisfait pas à son obligation est tenue donc de s'acquitter d'une contribution annuelle. Vous l'avez bien compris. Donc, on va voir comment se calcule cette contribution brute annuelle. Dans un premier temps, là, on va voir le calcul de la contribution brute avant déduction. On verra les déductions qui sont possibles de cette contribution, sur cette contribution, et le calcul de la contribution nette après mesure d'écrêtement. Comment se calcule cette contribution brute avant déduction? Donc, vous avez compris, il y a un nombre de bénéficiaires à employer qui est égal, c'est l'effectif d'assujettissement qu'on vous aura notifié, c'est 6% effectivement de l'effectif d'assujettissement arrondi à l'entier inférieur, moins le nombre de bénéficiaires à employer, c'est-à-dire les BOTH internes, dont Cécile a évoqué tout à l'heure, qui sont renseignés, c'est les salariés permanents de votre entreprise ou même les stagiaires. Ce sont les BOTH internes qui sont inscrits dans la rubrique 40 et les BOTH externes, c'est-à-dire c'est tous les salariés qui sont mis à disposition par les groupements d'employeurs ou par les entreprises de travail temporaire et qui sont inscrits dans la rubrique 13, au bloc 13 de la DSN. Ça va donner donc cette différence entre le nombre de bénéficiaires employés et le nombre de bénéficiaires employés va donner un nombre de bénéficiaires manquants que vous allez multiplier. Alors, il y a un coefficient multiplicateur en fonction de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de 20 à moins de 250 salariés, vous allez appliquer un coefficient multiplicateur qui est de 400, c'est-à-dire 400 multiplié par le SMIC horaire qui est en vigueur au 31 décembre de l'année considérée. Si vous avez 250 à moins de 750 salariés, vous allez appliquer un coefficient multiplicateur de 500. Et si vous avez plus de 750 salariés et plus, c'est 600 fois le SMIC horaire pour les entreprises. Ce qui va vous donner la contribution brute, mais cette contribution brute, c'est avant déduction. Puisque vous avez peut-être eu recours à des contrats de sous-traitance qui vont vous permettre d'appliquer une déduction sur la contribution. Alors, le recours à la sous-traitance, c'est avoir eu recours à des contrats de sous-traitance auprès des entreprises adaptées ou des établissements et des services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises de portage salarial. Alors, le recours de travailleurs indépendants handicapés par le biais d'entreprises de portage salarial sera déductible de la contribution annuelle au même titre que les travailleurs indépendants handicapés. Alors, comment vous allez pouvoir déduire donc ces contrats de prestation? Vous recevez une attestation, vous devriez recevoir une attestation des sociétés pour lesquelles vous avez passé effectivement un contrat de prestation. Et sur cette attestation, vous allez pouvoir déduire de la contribution 30% des coûts de main-d'œuvre issus de la facture dans une limite modulée selon le taux d'emploi de personnes handicapées. Effectivement, cette déduction de 30% fait l'objet d'un plafond fixé en fonction de l'emploi de trop d'handicapés. C'est-à-dire que si vous avez un taux inférieur à 3%, vous allez appliquer un plafond de 50%. Si vous avez un taux égal ou supérieur à 3%, vous avez un plafond qui est égal à 75%. Alors, on vous indique aussi comment éviter la surcontribution en ayant recours à la sous-traitance. Vous vous souvenez que cette surcontribution, lorsqu'une entreprise n'a pas satisfait son obligation d'emploi pendant une durée de 4 ans, que ce soit des emplois directs ou avoir passé des contrats de sous-traitance ou n'avoir pas signé d'accord agréé, vous pouvez éviter cette surcontribution. Il faut que le montant du coût total de la main-d'œuvre doit être supérieur sur 4 années à 600 fois le SMIC horaire de l'année N. Un petit schéma qui rappelle effectivement ce que je viens de vous dire.
Donc, en fonction du taux d'emploi qui est inférieur à 3%, vous avez droit à un plafond vous appliquez le plafond jusqu'à 50% de la contribution. Alors, on vous calcule ce qui vous fait un taux d'emploi à peu près de 2%. Si vous avez un taux d'emploi supérieur ou égal à 3%, eh ben, cela fait, vous appliquez un plafond jusqu'à 75% de la contribution. Et ça donne un taux d'emploi à peu près de 4%. Vous avez aussi la possibilité de déduire de votre contribution annuelle des dépenses déductibles. Alors, depuis le 1er janvier 2020, il n'y a plus de 13 dépenses déductibles, mais elles sont au nombre de 3. C'est-à-dire la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi hors obligation légale. La deuxième dépense, c'est le maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise, la reconversion professionnelle du bénéficiaire de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels, compensatoires à la situation du handicap. Alors, il y a des exclusions, c'est-à-dire les dépenses, bien évidemment, qui sont prises en charge par d'autres organismes ou les dépenses faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes. La troisième dépense déductible, ce sont les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que les actions de sensibilisation et de formation des salariés délivrées par d'autres organismes pour favoriser évidemment la prise de poste et le maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il existe pendant une période transitoire du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, vous avez la possibilité encore de pouvoir déduire 3 dépenses supplémentaires. La participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Lorsqu'il y a un partenariat par voie de convention d'adhésion avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées, que l'employeur accueille ou embauche à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat. La dernière dépense déductible, c'est une action concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail, ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi que le développement des achats auprès de ces acteurs. Alors, le montant de ces dépenses déductibles sont toutes calculées hors taxe, et elles sont plafonnées à 10% du montant de la contribution annuelle brute. Donc, il y a effectivement un plafond qui est de 10%, et effectivement, ces sommes sont à déduire en euros. Il n'y a pas de centimes, c'est en euros. Tout à l'heure, Cécile a évoqué l'effectif moyen ECAP. Alors effectivement, cet effectif moyen annuel ECAP, vous le retrouvez, il y a 36 catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières. J'avais vu une question, me semble-t-il, sur la liste des catégories. On avait posé la question sur est-ce qu'il y a eu une modification sur la liste des catégories ECAP? Pas du tout. Elle n'a pas été révisée. C'est toujours les mêmes 36 catégories d'emplois. Ils sont comptabilisés, comme vous l'a dit Cécile tout à l'heure, en moyenne annuelle. On va vous les notifier par ailleurs. Et ces effectifs ECAP, ils occupent, effectivement, ils sont renseignés dans la DSN sur les codes PCS-ESE. Et contrairement aux autres déductions, la déduction ECAP ne donne pas lieu à un plafonnement. Alors c'est intéressant dans le sens où cette déduction peut tout à fait annuler complètement la contribution annuelle due. Et comment c'est calculé? Comment est calculée cette déduction? C'est l'effectif moyen ECAP multiplié par 17 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l'année de référence. Voilà l'ensemble des déductions. Donc, un petit zoom sur ce que je vous ai dit. On avait vu comment on calcule la contribution brute avant les déductions. Vous pouvez donc déduire dans la DSN des déductions qui sont effectivement le recours à la sous-traitance, c'est-à-dire des contrats conclus auprès des établissements protégés, des déductions déductibles, dont accord agréé, les effectifs ECAP, et ça vous donne, à l'issue de tout cela, ça vous donne la contribution nette après déduction et avant écrêtement. Alors l'écrêtement, qu'est-ce que c'est que cet écrêtement?
pendant une période transitoire de 2020 à 2024, le montant de la contribution va faire l'objet d'une modulation. C'est-à-dire qu'en 2020, il va y avoir des écrêtements, des abattements par tranche de hausse. Bon, après, de 2021 à 2024, vous n'aurez plus ces tranches d'abattement. Ce sera des abattements simplifiés, on va le voir dans la slide suivante. C'est-à-dire que vous allez comparer la contribution due au titre de l'année précédente, de l'année considérée, avec la contribution que vous avez versée l'année précédente. Et en cas de hausse, vous ne verserez qu'une partie de cette hausse. Alors, voilà les abattements, c'est-à-dire qu'il y a trois taux d'abattement différents selon les tranches de hausse, c'est-à-dire un abattement de 30% jusqu'à 10 000 euros, un abattement à la hausse de 50% entre 10 000 et 100 000 euros, et un abattement de 70% au-delà de 100 000 euros. Alors, je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être plus clair pour vous. Imaginons, vous avez constaté une hausse de la contribution annuelle de 2019 à 2020 de 50 000 euros. Donc là, vous êtes concerné par deux tranches d'abattement. La première tranche, c'est de 0 à 10 000 euros et la deuxième, c'est de 10 000 à 100 000. C'est-à-dire que vous allez appliquer 30% de 10 000 euros, ce qui va faire 3 000 euros, et vous allez appliquer 50% des 40 000 euros, ce qui va vous donner 20 000 euros. Vous allez ajouter les 20 000 aux 3 000, ce qui fait 23 000 euros. Donc, le total de l'écrêtement, ça va faire 3 000 plus 20 000 euros, c'est 23 000 euros. Et donc, vous allez donc payer après écrêtement 50 000 moins les 23 000 euros, ce qui donne 27 000 euros. Ensuite, la hausse de la contribution. Alors, sur les années sur les années suivantes, c'est-à-dire que pour les années de 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à celle de l'année précédente va être réduite. Alors, il y a différents taux. Je vous ai dit, il n'y a qu'un taux d'abattement. En 2021, 80% de la différence. 80%. 2022, 75%. En 2023, 66%. Et en 2024, 50%. Donc, ce qui veut dire concrètement, vous allez donc verser, par rapport de 2020 à 2021, 20%, de 2021 à 2022, 25%, de 2022 à 2023, 34%, et de 2023 à 2024, 50%. Donc, après avoir vu toutes les déductions possibles envisagées pour de la contribution, je vais laisser la parole à ma collègue Solange qui va vous expliquer la mise en œuvre de l'OETH par accord agréé. Oui, merci Corinne. Alors effectivement, on vient de vous parler des moyens de réduire le montant de la contribution. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un moyen qui vous permet de répondre pleinement à votre obligation d'emploi. C'est la signature d'un accord dit agréé. Et cette possibilité vous permet de ne pas verser du tout de contribution. Alors, la réforme dont on vous parle aujourd'hui ne signifie pas la fin des accords agréés, comme nous l'avons beaucoup entendu, mais elle fixe une durée maximale des accords qui est donc de 3 ans, renouvelable une fois, soit 6 ans d'accords. Alors auparavant, les accords pouvaient être renouvelés sans aucune limitation. Un accord agréé peut être signé au niveau d'une entreprise, au niveau d'un groupe ou au niveau d'une branche. Et il est agréé par l'administration compétente pour le faire, qui est le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ou du groupe. Et pour l'agrément est accordé par le ministre chargé de l'emploi. Donc un accord agréé, c'est un plan d'action formalisé par l'entreprise, le groupe ou la branche, formalisé sur l'emploi des personnes handicapées avec à minima un plan d'embauche
et un plan de maintien dans l'emploi. Donc ce plan d'action, cette politique, est négocié en interne de l'entreprise, du groupe ou de la branche, entre l'employeur et les partenaires sociaux. Donc l'entité qui signe un accord agréé ne paye plus du tout de contribution. Par contre, elle continue à faire sa ou ses déclarations, elle continue à calculer le montant théorique de la contribution qu'elle aurait dû verser si elle n'avait pas été sous accord, parce que le montant théorique de cette contribution va constituer le budget que l'entreprise va devoir à minima consacrer à la mise en œuvre de son plan d'action en interne. Donc c'est une façon de mener une politique handicap. Alors, à l'issue de l'accord agréé, le sujet du handicap peut rester, bien sûr, un axe de négociation inclus dans le dialogue social de droit commun et être inclus, par exemple, dans un accord sur la qualité de vie au travail ou sur la diversité, ou encore peut aussi faire l'objet d'une convention avec l'AGEFIP. Là, la réforme vient juste modifier la durée maximale de l'accord agréé en permettant seulement un seul renouvellement. Alors, c'est vrai que cette modalité paraît minime, mais elle a quand même introduit un changement très important et très impactant pour les entreprises qui signaient des accords depuis de nombreuses années. À travers la diapo suivante, je peux vous donner quelques exemples sur comment se renouvelle cet accord. Donc, par exemple, une entreprise qui aurait signé un accord débutant début 2020, alors que ce soit un premier accord, un deuxième, un cinquième ou un sixième accord, cet accord signé pour 3 ans est donc renouvelable une fois, ce qui permettra à l'entreprise d'être sous accord agréé jusque fin 2025. Un autre exemple, une entreprise qui aurait démarré l'année 2020 en étant déjà sous accord agréé et qui, par exemple, dont l'accord se terminerait fin de l'année 2020, cette entreprise pourra renouveler donc une fois son accord et ce qui lui permettra d'aller jusque fin 2024. Voilà, donc l'accord, un moyen pour vous de répondre pleinement à votre obligation d'emploi. Solange, nous venons d'évoquer les possibilités qui sont offertes aux entreprises de réduire les contributions. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter le simulateur afin d'évaluer le montant de cette contribution? Oui, tout à fait. Sur le site internet de l'AGEFIP, vous pouvez même, puisque ça fait c'est valable depuis quelques mois maintenant, vous pouvez retrouver un simulateur qui vous permet dès maintenant de calculer le montant de votre contribution compte tenu de ces toutes nouvelles modalités qui vous ont été présentées. Alors, ce simulateur est très officiel, puisque vous voyez le logo de l'État qui certifie son officialité. Il a été validé par l'ensemble des parties prenantes, donc l'AGEFIP, l'ACOS, la MSA, les services de l'État et notamment son service statistique. Et donc, comme je vous le disais, il vous permet de calculer de manière fiable le montant de votre contribution. Alors, de manière fiable, j'insiste dessus, à condition, bien sûr, que vous y rentriez des données qui sont fiables. Alors, c'est un outil très pédagogique qui, à chaque étape, vous montre l'impact de cette étape sur le montant de votre contribution. Et puis, il est très pédagogique parce qu'à chaque étape, vous avez aussi la possibilité d'aller chercher des outils, des ressources, des informations concernant à l'étape. Par exemple, ça vous renvoie sur la foire aux questions du site internet de l'AGEFIP ou encore sur des fiches DSN qui correspondent à la partie en question.
Alors, je vous donne juste un petit conseil, c'est de bien aller jusqu'au bout de toutes les questions et de bien répondre notamment à la question 12 qui porte sur le montant de la contribution de l'année précédente, puisque, comme Corinne vient de vous l'indiquer dans le cadre de l'écrêtement, le montant de la contribution de l'année précédente va bien sûr avoir un impact sur le montant de votre contribution pour l'année N. Donc voilà, allez bien jusqu'au bout. Et puis, cet outil aussi, il est très important parce qu'il va vous permettre de préparer l'ensemble des éléments dont vous allez avoir besoin pour la DSN du mois de mai 2021. Voilà, et je passe la parole à Cécile, je crois. Oui, et en mai 2021, effectivement, c'est une... Que va-t-il se passer en mai 2021? Alors, hop, j'arrive, excusez-moi. Alors, que va-t-il se passer en mai 2021? Donc, les informations à déclarer sur la DSN. J'ai vu pas mal de questions déjà sur le sujet passer sur le chat. Donc, la déclaration OETH devra mentionner sur la DSN de mai, donc exigible soit les 5, soit les 15 juin, sur un seul des établissements de l'entreprise. Donc, effectivement, j'ai repéré une question qui disait, voilà, quel établissement doit porter cette déclaration? Alors ça, c'est au choix de l'entreprise. Ça peut être le siège social ou l'établissement qui va, pourquoi pas, établir la paye. Mais un seul SIRET devra déclarer pour l'ensemble de l'entreprise la déclaration OETH. Donc, le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail intérimaire, y compris les entreprises adaptées de travail temporaire ou un groupement d'employeurs. Donc ça, vous recevrez les attestations de ces entreprises-là qui vous mettent les salariés à disposition. Ensuite, le montant de la déduction non plafonnée liée à la passation de contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de services avec des ESAT, par exemple, ou les entreprises de portage salarial lorsque le salarié est porté comme bénéficiaire du statut de travailleur handicapé. Le montant de la déduction non plafonnée liée aux dépenses déductibles, dont Corinne vient de vous parler. Vous devez également déclarer le montant de la déduction non plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant donc les emplois exigeant des aptitudes particulières, les ECAP qu'on a évoqués également. Le cas échéant, si il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche ou de groupe ou d'entreprise, donc sujet évoqué par Solange tout à l'heure, devra être déclaré également le montant de la contribution brute avant déduction et avant écrêtement. Également le montant de la contribution nette après écrêtement, donc enfin avant écrêtement, donc après déduction et avant écrêtement. Le montant également de la contribution nette après écrêtement, donc après déduction et après écrêtement. Et le montant de la contribution OETH réellement due. Voilà ce que va, on va dire, embarquer, mentionner cette fameuse DSN annuelle, donc qui sera faite sur la DSN de mai, exigible au 5 et au 15 juin. Donc cette année, effectivement, les attestations fournies par l'URSSAF seront mises à disposition d'ici fin mars. Et la déclaration annuelle sera à faire sur le mois de mai. À partir de 2022, donc nous aurons les attestations des effectifs qui seront adressés fin janvier avec une déclaration annuelle qui sera faite sur le mois de mars 2022. Alors, Cécile, juste une petite information complémentaire. Toutes ces données que vous allez renseigner dans la DSN, par exemple,
tout ce qui est montant de déduction, les prestations, les contrats de sous-traitance doivent être indiqués dans le bloc 82 de la DSN. Vous avez des codes de cotisation avec 0,60, 0,60, déduction ECAP, déduction de sous-traitance 0,61, 0,62, déduction déductible. C'est dans le bloc 82 de la DSN. C'est très important. Ce qui concerne l'accord agréé, c'est dans le bloc 13 de la DSN qu'il faut indiquer l'année de millésime de l'accord agréé. Et puis, le numéro d'accord agréé sur le bloc 13, 13.001 et 13.004, c'est le millésime de rattachement. Vous devrez d'ailleurs déclarer via le code type de personnel 730 cet accord agréé. En mettant 0, vous n'aurez rien, évidemment, comme vous l'expliquait Solange, vous n'aurez rien à déclarer puisque ça vous exonère effectivement de l'obligation d'emploi, mais vous aurez quand même à déclarer via le code type 730 un montant à 0. Et le montant de la contribution au ETH réel due, effectivement, sera déclaré via le code type de personnel 730, avec la DSN de mai. Peut-être que Cécile, alors, tu voulais... Oui, bien sûr. Voilà, nous allons sur les slides suivantes. Donc, vous allez retrouver les liens qui vont vous être utiles et vous permettre d'appréhender au mieux l'intégralité de ces déclarations. Donc, comme vous pouvez le voir sur le haut de la slide, vous retrouvez le lien du simulateur, donc qui est sur le site de l'AGFIP que Solange vous a présenté tout à l'heure. Vous retrouverez également les outils liés à l'obligation des OETH, une vidéo de présentation générale de l'offre de services AGFIP et des aides financières qui ont également été abordées par Solange. Vous retrouverez un lien d'accès à une page dédiée sur le site du ministère du Travail sur cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés et ce qui change forcément en 2020 avec le transfert du recouvrement donc par les URSSAF. Le guide de l'OETH que j'appellerai la Bible, qui sera votre Bible, effectivement, que vous retrouverez sur le site ursaf.fr, et un lien qui va vous envoyer également sur le site URSSAF avec un document de présentation sur le calcul des effectifs dont je vous ai parlé en début de présentation, qui va vous permettre de comprendre sur certains types de salariés, comment déclarer quels blocs mobiliser et comment ils vont être valorisés dans le calcul des effectifs. Sur la page suivante, donc, vous retrouverez également les fiches. Il me semble que c'est Solange qui les a évoquées. Donc, sur le site DSN Info, la base de connaissances, vous allez avoir accès à un certain nombre de fiches consignes DSN que vous pouvez déjà et que vous connaissez très certainement déjà sur d'autres sujets, qui vont vous aider dans le paramétrage ou dans la réalisation des blocs, qu'ils soient mensuels liés à la déclaration du statut des travailleurs handicapés ou sur la déclaration annuelle. Donc, vous retrouvez en fin de lien donc le numéro des fiches afférentes à comment déclarer le statut d'un travailleur handicapé par exemple, ou comment déclarer les salariés portés ou mis à disposition d'un groupement d'employeurs, puisqu'effectivement, il me semble que la question a été posée pas mal de fois. Donc voilà pour l'intégralité des liens qui saura vous être d'une aide précieuse. Je redonne la main à mes collègues pour un temps d'échange. Alors, Corinne, j'ai une question pour l'URSSAF. Si nous sommes en désaccord avec les effectifs calculés par l'URSSAF, que faire? Il faut effectivement, alors si vous avez effectivement un désaccord par rapport aux effectifs, il faut nous indiquer quel effectif. Est-ce que c'est l'effectif
OETH, est-ce que c'est l'effectif BOTH ou l'effectif ECAP, si vous avez effectivement indiqué des ECAP, et puis vous nous adressez via votre compte en ligne une contestation de l'effectif. Et nous allons vérifier, de toute façon, nous aurons les outils nécessaires pour aller vérifier les données qui sont transmises via la DSN. Mais il faudra nous le notifier, nous l'écrire. Lorsque du personnel d'une société est mis à disposition d'autres sociétés dans le même groupe, comment est-ce qu'on la comptabilise? Dans quelle société? C'est l'entreprise utilisatrice qui doit déclarer les salariés qui sont mis à disposition. Et alors, il y a de très nombreuses questions. Si vous pouviez faire un point sur les intérimaires. Nous avons eu vraiment une cinquantaine de questions sur le sujet. Donc, alors, si vous pourriez refaire un petit point de synthèse. Okay. Alors, c'est-à-dire la comptabilisation des intérimaires, c'est-à-dire que les entreprises de travail temporaires doivent ou ont dû vous adresser, enfin, d'ici fin janvier, une attestation. Alors, c'est des nouvelles attestations. D'ailleurs, j'en avais édité une attestation, puisque il y a un nouveau décret qui est passé le 19 novembre 2020 et qui a mis à jour ces attestations, sur lequel sont mentionnées donc les unités à reporter sur la DSN, c'est-à-dire le nombre d'unités d'intérimaires qui a été utilisé, c'est pas vraiment le mot, mais qui ont été mises à disposition par les entreprises de travail temporaire. Une question là qui a eu beaucoup de likes. Un salarié nous fait parvenir ce jour une RQTH qui date de 2019. Que fait-on? Alors là, pour 2019, il faut qu'il fasse des blocs changements. Alors, Cécile en a parlé des blocs changements. Elle est intervenue à plusieurs reprises sur ces blocs changements. Il faut qu'effectivement, qu'il y ait des blocs changements, le bloc mobilisé, le bloc changement 41, c'est-à-dire changement de contrat, et indiquer effectivement la profondeur de recalcul pour que l'on puisse prendre en compte effectivement les données qui vont être consolidées et faire un rappel depuis la date de prise en compte de RQTH. Mais il faut absolument que ça passe par un bloc mobilisé, un bloc changement de contrat. Par contre, pour la déclaration 2019, nous ne sommes pas compétents. S'il y a un recalcul pour effectivement la déclaration 2019, ça reste toujours de la compétence de la GFIP. Nous sommes compétents, en tant qu'URSSAF, nous sommes compétents pour la déclaration annuelle 2020. Voilà une autre question. Quel est le mode d'emploi de la déclaration AGFIP en 2021 via la DSN? Solange, si vous pouvez peut-être reprendre. Le mode d'emploi de la déclaration AGFIP dans la DSN. 2021 via la DSN. C'est pas clair? En fait, c'est la déclaration, ça passera. En fait, la déclaration OETH, ça passe par la DSN. Donc, en 2021, toutes les entreprises qui sont assujetties, qui ont plus de 20 salariés, qui ont 20 et plus salariés, devront effectivement utiliser la DSN pour déclarer leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. D'ailleurs, à compter de 2020, avec la déclaration 2020 et 2021 de la même manière. Tout passe par la DSN. D'ailleurs, ma collègue l'a dit, on l'a insisté, tout va passer par la DSN. Il n'y aura plus, parce qu'effectivement, j'ai vu des questions, me semble-t-il, sur dois-je faire maintenant une déclaration sur le site AGFIP, plus c'est terminé. En fait, tout va passer, tous les éléments d'information qu'on vous a transmis, qu'on vous a donné aujourd'hui, la contribution à calculer, la contribution à indiquer, doit être indiqué dans la DSN. Que ce soit au bloc 82, je vous indiquais le bloc 82, c'est un bloc spécifique de la DSN, tout passe par la DSN, ou les données individuelles, ou la reconnaissance de statut handicapé d'un salarié employé par l'entreprise. Bien, écoutez, nous allons clore ce webinaire, nous arrivons à la fin. Il est bien évident que nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, vous étiez plus de 1100 à être connectés, peut-être pas autant à poser des questions, mais presque. Donc, je rappelle, parce que ça a été plusieurs fois, c'est revenu dans le chat, bien sûr que, et je pense qu'on va peut-être le faire à tout le monde si vous en êtes d'accord, les intervenantes,
vous envoyez le lien du replay avec le support. On va peut-être faire un envoi systématique, pas qu'à ceux qui l'ont demandé uniquement, parce que c'est vraiment revenu à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Voilà, Oui. donc on remercie les intervenants. Et puis, alors on m'a posé la question plusieurs fois, y aura-t-il d'autres webinaires sur le sujet? À ce jour, j'ai répondu non, mais peut-être que si vous en ressentez la nécessité, on en refera. Oui, peut-être, puisque, en tout cas, c'était très… Enfin, nous travaillons quand même conjointement avec la GFIP. Dans tous les cas, c'est vrai que ça a été un plaisir de travailler avec les représentants de la GFIP. Et s'il y a effectivement des informations, des éléments d'information qui n'ont pas été compris lors de ce webinaire, vous pouvez toujours revenir auprès des URSSAF ou auprès de la GFIP. Il y aura toujours, on apportera toujours une réponse à vos questions. En tout cas, on essaiera d'y apporter. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci.